Dans Smart Tech aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pascal Gauthier, qui est le PDG de Ledger. Ledger, c'est cette pépite française qui permet de stocker et de sécuriser nos crypto-actifs. Première question, Pascal, merci déjà d'être avec nous. Est-ce que vous arrivez à expliquer votre activité à vos proches? Est-ce que tout le monde comprend ce que vous faites? Oui, bien sûr. Déjà, merci de me recevoir. Non, mes proches comprennent assez facilement. Enfin, déjà, les gens comprennent assez facilement ce que c'est que la crypto-monnaie et les gens comprennent assez facilement pourquoi il faut la sécuriser. Alors, vous allez quand même nous le réexpliquer. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de... Parce qu'on avait Stéphane Hospital ici dans Smart Tech lors d'un débrief qui nous disait c'est quand même un hiatus que de devoir sécuriser des actifs qui sont déjà sécurisés sur une blockchain, de devoir avoir recours à un matériel, à un produit physique pour vraiment s'assurer de leur pleine sécurité. Ouais, alors... Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est nécessaire? Parce que quand on dit qu'on possède un bitcoin, en fait, le bitcoin, lui, est effectivement sur la blockchain. Et ce qu'on possède en réalité, c'est un secret, une clé privée cryptographique qui permet de signer les transactions et d'envoyer un bitcoin d'une adresse A, qu'on possède donc, vers une adresse B, une adresse de destination. Et donc cette clé privée cryptographique, c'est des choses qui ont déjà existé d'ailleurs dans les milieux bancaires. C'est ce que vous avez sur votre carte bleue, sauf que la clé privée cryptographique qui est dedans ne vous appartient pas, elle appartient à la banque. Cette fois-ci, elle vous appartient. Et donc pour pouvoir signer sur une blockchain, il faut avoir cette clé privée, ce secret. Et donc c'est ça qu'il faut sécuriser. Et alors, c'est ce que je disais dans le sommaire quand je présentais votre grande interview. Je disais que c'est un moyen finalement de retrouver ce sentiment de pleine possession de nos actifs, de nos achats dans l'économie numérique. Oui, c'est exactement ça, parce que vous l'avez très bien décrit. Dans le monde numérique, en fait, dans la bancarisation, on ne possède plus notre argent. Ouais. N'importe quelle transaction numérique aujourd'hui, en dehors du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est une transaction dans laquelle il y a forcément un intermédiaire. Grâce au Bitcoin, on peut faire désormais les transactions numériques de pair à pair, de vous à moi par exemple, sans avoir un intermédiaire qui vient prendre une commission au passage. Et donc ça permet de posséder son argent, d'être plus libre et aussi de baisser très fortement le prix des transactions. Mais c'est aussi un sujet que l'on retrouve dans toute l'économie numérique, dans le monde de la culture. Ce modèle, on pourrait l'appliquer à plein d'activités, plein d'économies numériques pour redonner le plein pouvoir, mais aussi l'accès direct à ces actifs culturels. Je pense à la musique, je pense à la vidéo, par exemple. Oui, vos questions sont très bien posées, parce qu'il y a la réponse en même temps dans la question. Tout ce que vous décrivez, c'est juste. C'est-à-dire qu'avec le Bitcoin, on a eu l'invention finalement d'un actif digital unique. C'est la première fois en fait qu'on peut posséder quelque chose de digital. Avant, tout ce qui était digital, comme un MP3 par exemple, on ne peut pas le posséder, il est copiable à l'infini, il n'est pas unique. Oui. Là, le Bitcoin, c'est unique. Et donc, effectivement, cette technologie, ou les technologies dites de la blockchain, ça s'applique ensuite à tout un cas d'usage. Et vous les avez décrits, l'art, comment on prouve l'origine d'une œuvre d'art, comment on prouve qu'elle est unique, surtout si c'est une œuvre d'art numérique, par exemple, etc., etc. Donc, vous venez de le dire, mais c'est exactement ça, oui. Alors, comment ça marche très concrètement et combien ça coûte d'accéder au service de Ledger? Écoutez, ça marche. Comme on achète un iPhone, on achète un Ledger, donc c'est le même type d'achat. Ça coûte. Un petit boîtier, d'ailleurs, le dernier très joliment designé à la Apple. Et à juste titre, puisque c'est Tony Fadell en fait qui est l'inventeur de l'iPod qui l'a dessiné. Donc c'est le premier produit qu'il dessine d'ailleurs depuis qu'il a revendu Nest à Google. C'était important d'avoir aussi un beau produit, un bel objet. Je pense la désirabilité du produit, quand on fait du produit, elle est très importante. Et on voit bien d'ailleurs Mais alors ça augmente les coûts en revanche. Alors ça augmente les coûts parce que effectivement, en plus pour être beau d'ailleurs, on a dû mettre beaucoup de technologies dedans et notamment beaucoup de technologies novatrices. Et vous aurez remarqué que ça va être une première mondiale en fait, en dehors des hardware wallets d'ailleurs, pour tout produit de type consumer electronics. C'est une première mondiale puisqu'on a un écran en e-ink complètement incurvé sur la tranche, et ce qui fait qu'on peut individualiser la tranche et l'écran principal. Et donc ça, c'est une première mondiale. Donc effectivement, on n'est pas allé chercher la facilité, mais ça, c'est Tony, et c'est ce qu'on peut lire quand on lit les histoires d'Apple, c'est qu'on essaye toujours de faire des produits extraordinaires, très désirables, et bien sûr avec une grande fonctionnalité, puisque en fait, Apple et Ledger ont fait un bébé, et ça s'appelle Ledger Stacks.
Donc, ces hardware wallets, donc ces portefeuilles physiques pour des cryptos actifs, ce sont des objets matériels, joliment designés, qui permettent d'afficher ces actifs. Ça leur donne encore plus presque de matérialité. Donc, comment je fais pour les charger à l'intérieur de ce matériel, mes actifs, mes crypto-actifs, et combien ça coûte? Je reviens à ma question. Ça coûte entre 79 et 279 euros, en fonction du modèle que vous allez choisir. La différence, c'est quoi? Sur la capacité de stockage? Il y a des différences de capacité de stockage, de connectivité, de design. Et ensuite, c'est à vous de choisir ce qui va le mieux pour votre utilisation. Donc ça, c'était la question du prix. Et votre autre question, c'est comment on fait pour l'utiliser? Ouais. C'est assez simple, en fait. On ouvre la boîte et puis on suit les instructions. Il n'y a pas de difficulté à utiliser un Ledger, vraiment. Et d'ailleurs, avec Ledger Parce Stacks... que la question de l'interface utilisateur, c'est aussi un point très important, et notamment chez Apple, qui semble être une référence intéressante pour vous chez Ledger. C'est énorme. Tout ce qui est... l'expérience utilisateur et les interfaces utilisateurs, c'est un peu ce qui sépare encore le monde des crypto-monnaies du business to consumer, du B2C. Nous, on dit qu'on est encore un petit peu dans le B2G, le business to geeks, et qu'il faut justement amener ce marché vers le grand public. Et pour ça, il faut simplifier l'utilisation des produits, simplifier tout le processus justement d'onboarding, de comment on commence à utiliser les crypto-monnaies d'une part, mais un ledger là en particulier. Et donc c'est cette phase, donc on ouvre la boîte et puis on suit les instructions. Et sur cette phase, on s'améliore de jour en jour, et notamment avec Ledger Stacks, on l'a rendu encore plus simple et plus rapide. Parce qu'on dit que c'est plutôt pour les investisseurs aguerris en cryptoactifs. Mais quand on dit ça, je pense qu'on parle d'autre chose. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la distinction entre des gens qui vont dans la crypto-monnaie pour la spéculation et des gens qui vont dans la crypto-monnaie pour l'usage. On peut très bien aller dans la crypto-monnaie pour faire du paiement, par exemple, parce qu'on doit payer en crypto-monnaie, etc. Ça existe dans plein de pays, le Salvador, l'Argentine, le Zimbabwe, etc. Le Liban, il y a un vrai cas d'usage de paiement en crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que les monnaies locales ont failli, donc elles ne valent plus rien. Alors, on passe en crypto-monnaie et on paye avec ça. Ce qui est complètement différent d'un cas de spéculation où on achète et on revend des crypto-monnaies comme on pourrait spéculer en bourse, par exemple. À partir de quand c'est intéressant justement d'avoir recours à un support physique, un moyen matériel pour stocker ces cryptoactifs? Je pense qu'il faut tout le temps posséder ces cryptos. On a vu d'ailleurs avec l'épisode FTX que en fait, les cryptos ont été créés parce qu'on ne peut pas faire confiance a priori à des tiers. Ouais. Tout le monde faisait confiance à FTX et malheureusement, il ne fallait pas. Et donc, aujourd'hui, on peut tout à fait participer à l'ensemble des cas d'usage des crypto-monnaies en possédant ses clés privées et en possédant son propre argent. Alors, donc, faites référence quand même à cette affaire FTX, moi je le dis en français, oui. Vous me pardonnerez. Est-ce qu'on est sûr que d'avoir recours justement à un support physique pour stocker ces cryptoactifs, ça nous protège complètement de toutes ces arnaques qui existent dans le Web3 aujourd'hui? Je veux dire, les arnaques, souvent c'est ce qu'on appelle du social engineering, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous faire commettre une erreur. Donc, quel que soit le support que vous utilisez pour protéger vos clés privées, que ce soit Ledger ou FTX à un moment donné, ou Binance, etc., vous pouvez toujours vous faire avoir d'une certaine manière. Et donc, il faut, quoi qu'il arrive, être responsable, faire très attention et gérer sa propre sécurité. Néanmoins, une fois que vous possédez vos clés privées, il y a quelque chose qui n'existe plus, c'est-à-dire que vous n'avez plus à faire confiance à un tiers. Et d'ailleurs, les crypto-monnaies ont été créées en réaction à la crise de 2008 et à la chute de Lehman Brothers et au fait qu'on a réalisé que personne n'était trop gros pour échouer. Nobody is too big to fail. Et donc là, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a pensé que FTX allait, non, en fait, FTX, ça ne va pas et on ne peut pas faire confiance à des tiers avec son argent. Et donc, c'est la révolution du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est ça, c'est-à-dire on peut se réapproprier son argent et donc, comme c'est assez facile de le faire, il faut le faire. Quand on investit uniquement en Bitcoin, on a besoin d'avoir un hardware wallet? Encore une fois, il faut posséder ses clés privées et le meilleur niveau de sécurité aujourd'hui pour ces crypto-monnaies, c'est un hardware wallet. Donc oui. Alors, votre parcours, donc vous êtes un investisseur entrepreneur, vous êtes tombé dans Internet dès le début. Vous avez commencé par le comparateur de prix Quelcoût, revendu à Yahoo en 2004, où vous passez donc quelques années jusqu'en 2007.
Vous allez aussi faire un petit détour chez Criteo, le roi de la publicité numérique en France. Et puis, vous créez en 2013 un site internet de données financières sur le Bitcoin. Vous vous y intéressez finalement assez rapidement. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette aventure des crypto-monnaies au démarrage? Et de la même façon, vous commencez à travailler avec Ledger début 2015. Vous êtes le premier investisseur finalement dans cette future pépite française. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces nouveaux modèles? Quand je travaillais sur Criteo, j'ai fait plus qu'un petit passage, c'était de 2008 à 2013. C'est moi qui passe vite, pardon. Non, mais pas de problème. En fait, on se rend compte que dans le monde du Web 2, enfin dans le monde du Web, il y a déjà des forteresses qui sont établies et qui sont très difficiles à prendre. Quand on est Criteo, on doit se battre contre Google, Facebook, Amazon, etc., etc. Donc, bon, moi, ma constatation, c'était que c'était un peu des batailles perdues d'avance parce que là, c'est Don Quichotte version survitaminée. On se bat contre des gens qu'on peut absolument pas battre. Ils ont trop d'argent, trop de ressources, etc., etc. Et donc, moi, j'ai trouvé que le Bitcoin, c'était intéressant parce que on change de protocole. En fait, le Bitcoin, c'est un protocole. Comme Ethereum, c'est un protocole. Tout ça, ce sont des protocoles publics, open source, etc. Et donc un peu comme le web. Et donc comme on change de protocole, la réflexion que je me suis faite à l'époque, mais je n'étais pas le seul à me la faire, Éric Larchevêque et l'ensemble de l'équipe fondatrice de Ledger se faisait la même, c'était de dire, là on peut peut-être construire des géants de la technologie, parce qu'on change un peu de paradigme, on change de protocole, et donc là-dessus, on va pouvoir construire quelque chose où on ne sera pas forcément tout de suite en concurrence avec ces mastodontes, et on aura le temps de grandir. Ce qui est d'ailleurs une stratégie gagnante, parce que c'est assez vrai toujours aujourd'hui. On est vraiment sur des nouveaux protocoles. Les grands GAFAM ne s'occupent pas trop encore des crypto-monnaies parce que c'est difficile pour eux. On passe d'un monde très centralisé à un monde complètement décentralisé. Et donc, c'est un changement de technologie. C'est un changement intéresse quand même, parce que si je prends l'exemple de Facebook, avant que Facebook devienne Meta d'ailleurs, les projets sont assez ambitieux du côté des GAFAM. Alors ouais, c'est très ambitieux, sauf que pour l'instant, on n'a rien vu. Libra, ça a échoué. Meta, je crois qu'ils annoncent dépenser 10 milliards par trimestre ou an, je ne sais plus. Enfin bon, bref, ça n'a pas l'air de... Enfin... mais d'ailleurs, je pense que... Donc ils vont arriver, en tout cas. Ça ne fait pas de mystère. Alors, ils vont peut-être arriver, mais moi, ma prédiction, quand même, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal. Et notamment, la raison pour laquelle Meta a du mal, c'est que c'est très difficile de passer d'une philosophie de centralisation et de contrôle à une philosophie de décentralisation et d'open source. Et aujourd'hui, Facebook ne rayonne pas par son altruisme et le fait d'ouvrir ses services au monde entier. Ils ont plutôt une tendance à la centralisation forte autour de leurs dirigeants qui décident d'une main de fer un petit peu la ligne de conduite de Facebook. Ça n'a rien à voir avec la nature open source, par exemple, d'un Ledger, où nous, en fait, notre philosophie, c'est de rendre Ledger accessible à tous et surtout que tout le monde puisse se connecter à n'importe quel service sans que Ledger ait à décider. En fait, aujourd'hui, Ledger ne peut absolument rien faire de votre produit. Vous êtes complètement libre, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas modifier quelque chose sur le produit. Si vous voulez changer de produit, vous avez uniquement à prendre votre mot de passe maître et à le rentrer dans le nouveau produit que vous voulez utiliser, et bye bye Ledger. Et même si Ledger demain met la clé sous la porte, les produits continueront de marcher. Et ça, c'est quelque chose auquel vous tenez, ce modèle-là? Parce que si vous faites cette référence avec Apple, là, de temps en temps, je l'ai entendu même lors de cette interview, c'est pas le choix du tout qui est fait par Apple. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un changement de paradigme complet, qu'on passe vraiment dans le Web3 et que nous, en fait, on est une version décentralisée de ce qu'un Apple est. En fait, l'Apple, c'est la version centralisée, nous, on est la version décentralisée. Mais du coup, on perd l'attachement à la marque, le contrôle parfait sur le produit? Non, Ledger a une marque extraordinaire. Les gens sont très attachés à la marque Ledger, mais justement pour les valeurs qu'on véhicule et qui sont des valeurs de décentralisation et de liberté, vraiment de liberté. C'est-à-dire Apple parle de vie privée. Bon, nous, on parle de liberté. Bon, alors oui, très attaché, parce que quand même, donc Ledger, vous devenez le directeur général de Ledger en 2017, et puis son CEO, oui, en 2019. Oui, c'est ça. OK. Aujourd'hui, Ledger, c'est 800 salariés, 6 millions de portefeuille, donc hardware wallet, comme on dit, vendu dans plus de 190 pays. Vous avez levé depuis 2014 463 millions de dollars. Vous dites sécuriser aujourd'hui 20% des actifs numériques dans le monde et 30% des NFT. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça, vous, start-up française, justement?
Oh, parce que déjà, on ne réfléchit pas trop au fait qu'on est une start-up française. Et en plus de ça, la raison pour laquelle je suis entré dans le Bitcoin et la raison pour laquelle le Bitcoin c'est intéressant, c'est que justement, il n'y a plus de France, Argentine, États-Unis, etc. Ça casse complètement les frontières. Ok. Et donc, c'est un peu une nouveauté. D'ailleurs, quand on regarde le classement des entreprises qui s'occupent de crypto-monnaies globalement dans le monde, la plupart des grandes entreprises sont en dehors des États-Unis, d'une part. Et en Europe, la France est devant l'Allemagne et l'Angleterre. Et donc ça, c'est assez nouveau. Et c'est pour ça que je parlais de changement de paradigme et d'aller vers d'autres protocoles, parce que ça ouvre des possibilités. Et la France, en l'occurrence, est très bien placée sur ces nouvelles technologies, parce qu'en France, en cryptographie, on est très bon. En mathématiques, on est très bon. En finance, on est très bon. En jeux vidéo, avec Sorare, on est très bon. Enfin, vous voyez, on a toutes ces capacités. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la Alors, France... oui, mais souvent, on dit, bah, voilà, on a le potentiel, mais alors après, pour passer justement à l'échelle, créer vraiment des géants mondiaux, ça devient plus compliqué. On ne prend pas le sujet par le bon bout en Europe, plus largement qu'en France. Hein. Oui, je pense que vous avez raison de parler d'Europe. Et je pense qu'il y a deux choses. Un, en Europe, il y a un conservatisme ambiant qui est très fort. Enfin, on est un continent assez conservateur par rapport aux États-Unis ou à l'Asie. Donc, on a toujours tendance à penser que c'est mal d'abord avant de penser que c'est bien. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue. Et en France, moi, je pense qu'il y a un petit problème, c'est qu'on parle trop de French quelque chose. On parle de French touch, French tech, French truc. Et en fait, je pense qu'il faut tout de suite penser mondial et oublier un peu qu'on est français d'une certaine manière. Enfin, c'est-à-dire prendre ce qu'il y a de bien chez nous et l'exporter. Ce qu'on a très bien su faire pendant de longues périodes. La France a construit des très, très grandes entreprises, juste pas dans la technologie. La seule start-up française qui soit cotée en bourse aux États-Unis, c'est Ledger sur les 20 dernières années, ce qui n'est pas normal. Enfin, je dirais, il devrait y en avoir plus. Donc, il faut quand même aussi raisonner global. Moi, j'ai eu la chance de passer par des écoles type Kelkoo, Yahoo, puis ensuite on a fait Criteo, etc., où de toute façon, j'ai jamais pensé que... Vous pensez monde, enfin tout de suite marché mondial, quoi. Bah oui. Quand on a travaillé chez Yahoo à l'époque, en 2004, les gens se rappellent peut-être pas, mais c'était Internet, quoi. Et donc, quand on voyait l'exécution de Yahoo à l'époque, alors maintenant, on peut regarder ça avec des yeux critiques en disant que finalement, Yahoo a peut-être échoué à la fin, mais en tout cas, en 2004, Yahoo, c'était partout dans le monde, il faisait le Japon, la Chine, etc. Enfin, il n'y avait vraiment pas de limite au modèle. Donc, moi, c'est toujours ça qui m'a passionné. Donc, c'est juste une question de mentalité, je pense. Il faut vouloir y aller, mais savoir le faire aussi. Il y a une question de mentalité et d'expérience. Et la régulation en Europe qui se renforce sur l'économie numérique, autour de l'économie numérique. Est-ce que c'est un allié pour vous d'avoir cette volonté de davantage protéger ce marché européen, en tout cas ses citoyens dans le monde numérique? Est-ce que la régulation est une alliée, ou est-ce qu'au contraire, ça empêche d'avancer? Moi, je pense que d'abord, la régulation, c'est une passion européenne. C'est vraiment... Peut-être si on a un domaine d'excellence, c'est la régulation. Mais je pense que c'est pas forcément bon. C'était Reagan qui disait si ça bouge, il faut le taxer. Si ça continue de bouger, il faut le réguler. Et puis si ça arrête de bouger, il faut le subventionner. Et en Europe, on fonctionne un peu comme ça, d'ailleurs. On subventionne beaucoup de choses à la fin, après les avoir taxées et régulées très fortement. Donc, bon, c'est un peu le modèle européen. Et moi, je trouve que c'est dommage. En fait, l'innovation, elle se développe hors cadre de régulation. Si on regarde toutes les grandes entreprises américaines qui gagnent encore aujourd'hui, on peut même parler de Facebook, qui est largement pas régulé, Google qui est largement pas régulé, etc. C'est les entreprises qui ont pu devenir si grandes parce que justement elles se sont développées, Uber, Airbnb, elles se sont développées dans des zones grises de régulation et le régulateur a mis beaucoup de temps à les rattraper. Et une fois que... Et donc c'est pas plus mal, c'est ça que vous nous dites? Que les taux ne se resserrent pas trop tôt, c'est ça? Disons que c'est la constatation, quoi. C'est-à-dire que si les taux se referment trop tôt, c'est une variable très terrible et ça tue l'innovation. Et en Europe, on a bien vu d'ailleurs avec ce fameux GDPR là, que ça a tué toute l'innovation de publicité en ligne, en fait. Et donc toute l'innovation de publicité en ligne, elle est aux États-Unis, enfin ailleurs, mais plus en Europe. Et donc on a des exemples. Et eux ont les moyens de s'adapter après aux nouvelles règles qu'on leur impose. Bah oui, parce qu'ils sont très gros et donc finalement ça favorise les gros. Alors, si j'étais, enfin non d'ailleurs même si Ledger était beaucoup plus gros, je vous donnerais la même réponse parce que j'aurais l'honnêteté intellectuelle de le faire, mais
plus on est gros, plus on adore la régulation, parce que finalement, c'est des barrières très hautes à sauter pour les petits concurrents. On protège etc., son marché, finalement. On protège son marché. Ouais. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir les grands acteurs des crypto-monnaies centralisés, comme Binance parfois, comme FTX à l'époque, qui clament haut et fort que la régulation, c'est super, qu'il faut absolument tout réguler le plus vite possible pour qu'ils puissent capter l'ensemble du business. Donc, nous, on pense que le logiciel libre, c'est très bien. Bitcoin, tout ça, c'est du logiciel libre. C'est bien que les gens puissent y accéder directement, parce que c'est pas possible de réguler les mathématiques. Donc, je pense que le futur est en partie là. Et d'ailleurs, Bitcoin est résistant à la censure. Hein. C'est comme ça qu'il a été dessiné. Et on pense que c'est peut-être la feature la plus importante, parce que tout ne doit pas être régulation. Et d'ailleurs, la régulation, souvent... La régulation, l'associée à la protection aussi. Oui, mais la régulation, elle s'emballe, parce que justement, on pense toujours, oui, mais c'est pour le bien commun, c'est the greater good. Mais c'est quoi le greater good, en fait? Qui définit quel est le greater good, etc. Et puis, de toute façon, est-ce qu'on va passer notre vie à prouver tous, on est 99,9% à pas être des criminels, à pas tricher, etc. Est-ce qu'on va passer notre vie à prouver qu'on n'est pas des dealers de drogue ou des terroristes? Parce que c'est ça le greater good. Alors, en ce moment, en plus, les nouvelles technologies permettent de rendre beaucoup de liberté aux gens. Et elles sont anonymes, certes, mais elles sont traçables. Et donc, on se rend compte d'ailleurs avec plein d'études qui sont sorties, parce qu'on peut débunker les clichés des crypto-monnaies, que c'est pas les rails préférés par les dealers de drogue et les terroristes, puisque c'est traçable. Et donc, on peut facilement revenir ensuite sur les transactions et voir si elles donnent. Donc, le régulateur devrait prendre ça en compte, cette nouvelle technologie, pour adapter la régulation, plutôt que d'essayer d'imposer des régulations qui viennent du monde d'avant et qui ne sont pas vraiment adaptées à ces nouvelles technologies. Bon, le temps file très vite. Je voulais quand même qu'on réfléchisse ensemble à la manière dont vous allez atteindre cet objectif de devenir une décacorne, une valorisation à 10 milliards d'ici 2024. C'est ça votre objectif ? Moi, j'avais carrément dit 100 milliards à 2026. Allez, alors comment ? Non, mais parce que je crois que, il faut que l'Europe commence à créer des grandes entreprises de technologie, parce que au-delà de gagner de l'argent et créer des emplois et faire toutes ces bonnes choses dont l'Europe a besoin, il y a aussi une question de promotion des valeurs européennes. On voit très bien avec les grands business américains qu'il y a une forte promotion des valeurs américaines. Et quand je dis ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste une constatation de dire que le business véhicule les valeurs. Les valeurs européennes sont plutôt bonnes, je pense. Enfin, en tout cas, certaines valent le coup d'être partagées. Donc, il faut pouvoir créer des grands business pour le faire. Et pour créer des grands business, il y a c'est un triptyque, c'est l'ambition, la résilience et l'exécution parfaite. L'ambition, il faut déjà avoir l'ambition de vouloir aller à 100 milliards, parce que si on ne se le dit pas, on n'y va pas. On ne peut pas le visualiser. La résilience, c'est prendre le temps d'y aller et savoir encaisser les coups, parce que tous les gens qui pensent que le succès arrive dans la nuit, bon, ça c'est faux, hein. Le succès se prépare dans le temps, et personne qui gagne rapidement. Et là, des difficultés, on peut dire que vous en avez traversé quand même dans le monde des crypto-actifs, c'est très chahuté ces derniers temps. Il faut savoir résister. Je vais vous dire, le monde de la finance était très chahuté. Les marchés publics ont perdu 30% de leur valeur. Non, mais surtout. Non, mais d'accord. Surtout les marchés publics. Après, je veux dire, je veux quand même qu'on reste sur notre sujet. Ça a généré une crise de confiance, on ne peut pas le nier, dans le monde des crypto-actifs, ces affaires, ces scandales. Non, absolument pas. Comme FTX. Alors après, vous présentez aussi comme une sorte de refuge, puisque vous êtes la sécurisation, le stockage matériel de ces crypto-actifs, mais ça a pu décourager les investisseurs particuliers. Non. Absolument pas. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, le Bitcoin, lui, ne connaît pas la crise. Pendant l'histoire FTX, avant l'histoire FTX, il était à un peu plus de 20 000, il a baissé à 17 000, il vient de remonter à 24 000. Enfin, le Bitcoin... Le Bitcoin, oui, d'accord. Oui, c'est ça les crypto-monnaies, c'est pas FTX. FTX il y a l'Ether aussi, il y en a d'autres. Et pareil, l'Ether a fait la même chose, l'Ether est remonté à 1600, etc. Ça remonte, okay. Tout remonte. Non, mais ça veut dire que les crypto-monnaies, en fait, se moquent de la centralisation. Les crypto-monnaies ont été faits pour ne pas être centralisé. Donc finalement, qu'un acteur centralisé échoue, d'ailleurs, c'est même pas un échec, là, c'est carrément de la fraude, mais bon... C'est ce que j'allais dire, oui. C'est encore un autre problème. Et donc ça, le Bitcoin s'en fiche. Bon, donc résilience, et le dernier point ? Exécution parfaite. Et donc c'est ça qui est difficile, il faut exécuter parfaitement, parce que le monde est grand, on a des concurrents partout. L'exécution parfaite, c'est avant tout de créer une grande équipe de management, une grande équipe pour pouvoir développer le business. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, parce qu'effectivement, ChatGPT, c'est très impressionnant.
Mais il faut que je rassure quand même les gens, on a encore besoin d'humains pour travailler chez Ledger, et c'est les humains qui vont faire la différence. Et ouais, puis on en manque visiblement, hein, des cerveaux. Le recrutement, c'est compliqué dans les techs. C'est très compliqué. On termine très vite avec l'interview express. J'aurai pas le temps de vous poser beaucoup de questions. La première question, c'est que vous avez un portrait de Dark Vador affiché au mur dans votre bureau. Ça terrorise les nouveaux entrants chez Ledger? Oui, a priori, mais c'est pas du tout pour ça que je l'ai fait. Moi, je suis un fan de Star Wars, et j'avais trouvé ce tableau dans le Marais un jour. Je trouvais sympa, donc je l'ai acheté. Voilà. Et vous, vos peurs, alors, vos vraies peurs, quelles sont-elles? Dans la vie, vous voulez dire, ou dans le business? Comme vous voulez. Dans la vie, c'est la mort. Moi, ça me fait un petit peu peur. J'aime pas trop ça. Donc, j'essaie de faire le maximum de ce que je peux faire pendant que je suis vivant pour pas regretter ce passage dans l'au-delà. Et dans le business, c'est le défaut d'exécution. Enfin, je veux dire, quand je vous parle d'exécution parfaite, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait phosphorer 100% du temps. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut toujours faire mieux? Et dans l'exécution parfaite, ce qui est terrible, en fait, c'est qu'on peut toujours faire mieux. On se rend compte qu'on peut toujours faire mieux et qu'il n'y a jamais de limite. Merci beaucoup, Pascal Gauthier, PDG de Ledger. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien dans Smart Tech. On se retrouve juste après la pause pour parler de l'économie dans le mobile.